Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette édition du journal. La question de l'employabilité des diplômes devant booster la croissance économique préoccupe les acteurs du monde scientifique au Bénin. Ils ont mené des réflexions afin d'asseoir un enseignement supérieur plus productif d'emploi. Et puis ce 4 décembre, c'est la journée internationale des banques, une journée qui reconnaît leur potentiel dans le financement du développement durable et leur rôle vital dans la contribution de l'amélioration du niveau de vie. Enfin, on va aborder la question de la piraterie des œuvres littéraires. En quoi cela consiste-t-il et comment y mettre définitivement fin? C'est à savoir dans un instant. Merci à vous de nous rejoindre. Comment faire de l'enseignement supérieur un moteur de la croissance économique et du développement durable? À cette question, les acteurs du monde scientifique du Bénin cherchent des réponses. Ils ont posé la problématique lors de la conférence triennale du Forum régional des universités pour le renforcement des capacités en agriculture qui s'est tenue à l'université d'Abomey-Calavi. L'enjeu ici, c'est la question de l'employabilité des diplômes. Rodrigue Babagbeto nous en parle dans cet élément. Les voyants sont au rouge au niveau de l'emploi dans tous les pays africains et nous avons des taux d'employabilité très faibles. Pourtant, chaque année, plus de 20 millions de jeunes Africains arrivent pour la première fois sur le marché de l'emploi, d'après un rapport du FMI. En Afrique subsaharienne, les taux de chômage restent relativement faibles. Pour l'Afrique de l'Ouest, nous sommes globalement sous-emploi, ça varie de 30 à 40%. Le Bénin a des chiffres de sous-emploi et de non-emploi. Non-emploi, nous sommes entre 2 et 5, mais ces chiffres-là ne reflètent pas la réalité parce que nous avons globalement une grande frange de la population dans l'informel. L'informel occupe beaucoup les jeunes et il est important que si vous apprenez un métier à l'université, vous puissiez exercer ce métier après. La problématique de l'adéquation entre la formation académique et les besoins du marché de l'emploi se pose donc avec acuité. La nécessité de formuler des stratégies pour le rayonnement de l'enseignement supérieur au Bénin est un enjeu de grande envergure. Il réunit les acteurs du secteur à cette première journée de l'enseignement supérieur. Nous avons beaucoup de jeunes qui sont en train d'étudier, mais tout est encore un peu théorique. Alors, comment rendre l'enseignement universitaire, l'enseignement supérieur plus professionnel? Comment amener de l'innovation dans l'enseignement supérieur? Comment créer le leadership scientifique? Comment gérer les questions d'entrepreneuriat avec les jeunes? Il faut qu'on commence par se réfléchir là-dessus pour avoir une idée claire de l'avenir à réserver justement à la génération future. Les réflexions sont menées pour contribuer aux actions en vue de faire de l'enseignement supérieur béninois un moteur de croissance économique et du développement durable. Quelle solution nous allons trouver? C'est de revoir les formations que nous donnons en les adaptant aux réalités de nos pays. Il y a des réorganisations internes que nous allons faire au niveau des enseignements que nous donnons, mais il y a des thèmes que nous allons développer en tenant compte du programme d'action des gouvernements. Si on sort des produits, il faut faire l'étude du marché. Les produits qui sont sortis dans cette génération, combien sont insérés sur le marché du travail? Combien maintenant ont intégré la fonction publique? Combien sont en chômage? Si on fait la balance, on voit que le nombre de chômeurs est élevé, il vaut mieux suspendre cette formation. C'est une affaire de courage, mais on doit le faire maintenant pour aider nos jeunes frères qui sont en formation. On ne peut pas continuer de former des chômeurs. Les attentes, c'est que nous allons sortir des documents de stratégie. Mais le plus important sera comment opérationnaliser cette stratégie. Le Bénin est le premier pays du RU Forum à abriter la conférence triennale. Elle est prévue pour se tenir du 6 au 10 décembre prochain. À quoi sert aujourd'hui une banque? Question banale qui pourtant a tout son sens. Ce 4 décembre, journée internationale des banques. Ce jour a été choisi pour mettre l'accent sur le rôle incontournable des banques dans le financement du développement durable. Alexandra Djotan nous en parle dans cet élément. Elle se démarque aisément du reste des acteurs économiques. La banque est une institution à vocation dont la fonction est de proposer des services financiers
telles que la collecte de l'épargne, la mise à disposition de prêts et la gestion des moyens de paiement. Elle est au cœur du développement économique. En dehors des banques centrales, nous avons 3 types de banques de façon générale. Nous avons des banques de développement, nous avons des banques d'affaires et des banques commerciales. Donc il faut dire qu'au Bénin, la plupart des banques qui existent sur la place sont des banques commerciales. On en dénombre plus d'une dizaine, dont les intérêts sont défendus par l'Association professionnelle des banques et établissements financiers du Bénin, la PBEF. Bien d'aspects sont encore à revoir par les banques pour l'ultime satisfaction des clients, dénonce le porte-voix des consommateurs, Robin Akombessi, qui, à de nombreuses occasions par le passé, a saisi la PBEF. Lorsque vous prenez l'épargne, en principe, d'après une instruction de la BCEAO, les ouvertures de compte sont gratuites. Mais vous pouvez noter que lorsque vous allez en banque ou dans certaines banques pour faire des ouvertures de compte épargne, on vous demande de faire un dépôt minimum. Lorsque vous prenez les différents types de services que la banque offre, en principe, je vais parler par exemple des relevés de compte, je vais parler des services qui sont liés à la tenue de compte. Malheureusement, on ne vous explique pas ce que coûte le service au début. Les pratiques liées au service de la dette sont aussi indexées. Les prêts, on vous les dit, c'est à des taux intéressants, mais dans la réalité, lorsque vous allez observer de prêts, on cumule un certain nombre de taxes, de prélèvements. En ce qui concerne le taux d'intérêt appliqué par la banque, il faut dire que la BCEAO a fixé un seuil, donc c'est encadré. Et le seuil maximum à ne pas excéder, c'est 15% pour la banque. Une banque qui voit ses charges d'exploitation augmenter va forcément faire un taux d'intérêt un peu plus élevé que les autres. Donc, il revient au client, d'accord, de faire un sondage sur le terrain. C'est-à-dire que le client doit s'informer, en fait. C'est surtout ça, en réalité, c'est l'information. À ce propos, justement, le porte-voix des consommateurs revient à la charge. Quand vous allez dans les banques, observez bien, vous allez voir que si ils ont disponible les conditions générales de banque affichées, parce que la loi leur impose ça, c'est fait dans des caractères difficiles à lire. C'est des dispositions qui font écran à la mise à disposition du consommateur d'une information juste et vraie. Pour l'heure, les services bancaires, notamment les crédits bancaires, ne sont accessibles que pour une frange de la population béninoise. Les opérateurs économiques disent avoir du mal à tirer profit des offres des institutions de microfinance qui constituent pourtant une alternative en la matière. Et on parle à présent de ces facilitateurs de la circulation. De nombreux établissements leur font recours afin d'assurer la sécurité de leurs apprenants, notamment au moment de la traversée des voies. Communément appelés bonhommes de la circulation, ils assurent ainsi la sécurité routière des élèves. Alexandra Djoton et Lucrèce Amoussoui nous en parlent à travers cet élément. Encore appelés facilitateurs de la route, les bonhommes de la circulation aident les enfants et leurs accompagnateurs à traverser la voie aux heures d'entrée et de sortie d'école. Pour ce fondateur d'école privée sur place ici à Cotonou, ces bonhommes de la circulation sont d'une grande importance. L'école est située à côté d'une grande voie. D'abord une double voie. Certains de nos enfants sont de l'autre côté de la voie et ils doivent venir à l'école. Ils doivent traverser la double voie. Eux seuls ne peuvent pas le faire. C'est pourquoi nous avons engagé ces passeurs-là pour éviter que les motos, cyclistes et les véhicules viennent cogner les enfants. Le bonhomme de la circulation facilite la traversée et aide à éviter les accidents de la route. La tâche n'est pas toujours aisée, témoigne le titulaire du poste.
Ainsi, je suis frère, je montre le drapeau là, il y a certains qui ne veulent pas s'arrêter. Maintenant, tu vas en train de faire la main. Bon, certains se dépassent toi. Et si tu n'es pas intelligente là, il y a certains qui vont se coller. Tout comme Nicolas, ils sont nombreux dans les villes du Bénin à se positionner aux abords des voies aux heures de grande traversée avec pour but d'aider les apprenants. Existe-t-il un profil idéal? Ces personnes ont-elles suivi une formation à cette fin? La réponse est non pour certains. N'empêche, leur travail est vivement apprécié des populations. Ça, sur la sécurité de l'enfant et au moins les parents auront la paix du cœur. C'est un grand travail que ceux-là font. Le matin déjà à 7h30, ils sont là. Déjà à 10h, ils sont aussi là. Et à midi, ils sont là. À 15h, ils sont toujours là. Et à 17h, ils sont là. C'est des gens vraiment appréciés et à remercier vraiment. Avec l'allure des véhicules, s'il n'y a pas quelqu'un là, il y aura beaucoup d'accidents. Surtout les Émidiamans n'aiment pas qu'on les arrête et les enfants traversent la voie. Vous voyez, eux, comme ils sont déjà comme ça, on les connaît. Les Émidiamans, on les connaît. Souvent, quand on arrive à ce niveau-là, c'est vrai qu'ils soulèvent le drapeau rouge là, mais compte tenu du temps, il y a certains hommes qui sont naturellement pressés. Ce n'est pas une bonne chose. Nous devons respecter la vie humaine vraiment. Elle est à respecter vraiment, elle est sacrée. La vie humaine est sacrée. Et cette réflexion affichée au dos de cette tenue a de quoi susciter l'adhésion des usagers de la route au travail du bonhomme de la circulation. Et puis quand on évoque la piraterie, eh bien on pense souvent aux œuvres discographiques. Et pourtant, d'autres œuvres de l'esprit sont également piratées au vu et au su de tous. C'est le cas par exemple de la piraterie du livre. C'est Happy Goudou, gestionnaire de patrimoine culturel, nous décrit ici les différentes formes de piraterie du livre qui existent et les moyens à mettre en œuvre pour en finir définitivement. Suivons plutôt. Le livre est l'instrument privilégié du savoir et qui veut réellement se rapprocher du savoir ne peut passer que par le chemin du livre. C'est une filière, disons, importante pour le développement culturel d'un pays parce que le livre, avant de devenir ce document, disons, imprimé, qui renferme le savoir, la connaissance, il passe par des étapes. Du coup, c'est une chaîne avant que le document que nous voyons ne soit réellement visible parce que la finalité, c'est, disons, la rentabilité économique que cet ouvrage-là, qui a été inspiré par l'auteur, puisse apporter. L'importance du livre pour l'économie d'un pays ou la culture d'un pays, c'est à double titre. Un, ça nourrit la connaissance. Et deux, ça permet à tous ceux qui interviennent dans cette filière, les acteurs, d'en jouir, donc de pouvoir se servir donc, de cette connaissance-là pour pouvoir économiquement vivre. Depuis l'avènement du président Patrice Talon, nous avons constaté qu'il y a des encouragements à ce niveau-là où le livre est considéré comme, disons, une part importante du développement culturel et économique. À savoir que déjà, l'État a initié un projet de réhabilitation et de modernisation des bibliothèques publiques et la numérisation des fonds documentaires. Et après, il y a aussi un projet important qui est le projet du fonds de bonification qui est logé au Fonds des arts et de la culture. Donc ce projet qui vient encourager les industries culturelles. Et parlant des industries culturelles, nous avons bel et bien la chaîne du livre. Du coup, cela vient donner un souffle de soulagement, donc un bouffée d'oxygène à tous ces promoteurs qui vont pouvoir désormais aller à la bancarisation de leur projet d'édition du livre, par exemple, et de pouvoir voir l'État rembourser les intérêts. C'est sur ces leviers à actionner pour mettre frein à la piraterie du livre que prend fin ce journal. Merci pour votre aimable attention. Retrouvez cette édition sur le site de l'ORTV, www.ortv.bj. Portez-vous bien et à demain.